Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag, votre rendez-vous avec les arts et les spectacles, qu'ils aient lieu ici ou qu'ils aient lieu là-bas. Dans ce journal, aujourd'hui, un focus sur le Festival de la culture somalienne, une petite salle, une petite danse, mais ce rendez-vous dédié à la légèreté était impensable il y a quelques mois, même des années. C'est un défi aux islamistes d'Al-Shabaab qui ont banni musique, danse et qui veulent imposer la charia en Somalie. Au sommaire également, un portrait du photographe Larry Clark. Cet Américain a poursuivi les adolescents, leur sexualité, leur comportement à risque. On lui doit le célèbre film Kids. Il vient de vendre à Londres pour un prix dérisoire ses tirages personnels. Et puis, notre façon à nous de traiter la mode, en marge des défilés haute couture qui ont démarré à Paris avec Versace, Dior, Chanel et la jeune Bouchra Jarrar. Eh bien nous recevons le tandem israélo-palestinien de Two Neighbors, de la mode des deux côtés des frontières. Voilà pour le sommaire et merci d'être avec nous sur i24 News. Et la haute couture, vous le savez, c'est aussi une affaire de petites mains, des femmes souvent qui cousent, qui brodent, qui assemblent des modèles. En Israël, en Cisjordanie, des petites mains de Two Neighbors font leur maximum. C'est une entreprise qui a été fondée il y a 2 ans par vous, Segal Kirsch. Vous êtes associée à une jeune femme palestinienne qui s'appelle Maram Issa et vous avez Myriam Givon qui est la designer de la marque. L'objectif, bonjour déjà à toutes les deux, l'objectif de Two Neighbors, c'est quoi? C'est la mode à travers les deux côtés de la frontière, la paix? Initially we met at Nous nous sommes rencontrés dans une réunion organisée par une association américaine. Cette organisation réunit Israéliens et Palestiniens à Bet Jala, un lieu où les deux peuples peuvent se rencontrer, et il n'y en a pas beaucoup ici. On a passé un week-end ensemble et on a réfléchi à un projet qu'on pourrait monter ensemble. Donc en fait, au départ, c'est parti de notre volonté de vouloir travailler ensemble et surtout de le faire en tant qu'organisation féminine. Segal, comment vous vous êtes rencontrée avec votre associée palestinienne? Vous l'avez dit à Bet Jalal, mais comment vous en êtes arrivés à travailler ensemble? Nous nous sommes donc rencontrés lors d'un de ces week-ends et après avoir longuement réfléchi à ce qu'on pourrait faire ensemble, on a décidé de le faire dans le domaine de la mode. On a eu envie de faire connaître l'art de la broderie palestinienne, ce que font ces femmes qui n'ont pas d'autres sources de revenus. On voulait aussi les associer à des tenues plus modernes, confectionnées par des couturières israéliennes. On voulait faire travailler toutes ces femmes ensemble et provoquer un vrai changement dans leur vie. Alors justement, on va regarder, parce qu'on se pose la question, qu'est-ce que c'est que la mode palestinienne? Qu'est-ce que c'est que la broderie palestinienne? On va regarder ces explications réalisées par Sandy Fortis, qui nous a aidé à préparer cette interview, et puis on en reparle juste après. D'accord. La mode palestinienne, qu'est-ce que c'est? Un drapeau sur une robe ou un lieu de fabrication? C'est probablement un peu de tout ça à la fois, avec en plus une technique de broderie. Très esthétique et d'excellente qualité, ce type de broderie est un savoir-faire qui se transmet de mère en fille. C'est un lien très fort entre la Palestine, mes ancêtres et moi. Je ne peux pas m'en passer. Lorsque je vois un top, je sens que mon cœur me transporte en Palestine. Les images de ma grand-mère et de ma mère me reviennent à l'esprit. À Bethléem ou Jérusalem-Est, les motifs brodés représentent généralement l'arbre de vie. Côté couleur, c'est le rouge, l'or et le jaune vif qui reviennent le plus souvent. À Gaza, ce sont les amulettes, les papillons et les peignes qui prédominent dans des teintes violet foncé. Puisant leur inspiration dans l'histoire, les brodeuses palestiniennes aiment aussi reproduire des paysages naturels ou la vie sauvage, ou alors seulement de simples formes géométriques comme des carrés, des triangles et des rosaces. Des motifs que l'on retrouve notamment sur la robe traditionnelle palestinienne, le tob, un produit entièrement réalisé à la main qui nécessite 3 mois de travail, une tenue qui vaut son pesant d'or, un tob coûte au minimum 130 €. Voilà, Segal, Myriam, on a bien compris, la broderie palestinienne, vous l'utilisez pour réaliser des robes. Alors je pose une question à vous, vous parlez un petit peu français, vous allez pouvoir répondre en français. Comment vous vous réunissez de chaque côté de la frontière pour fabriquer les collections? Et c'était un peu difficile pour nous faire ça, parce que c'était une procession et on a fait
Un processus de coupe, de changement et de forme. Alors, exactement. Justement, je voudrais comprendre, Ségal, pourquoi le côté palestinien utilise la tradition ancestrale, la broderie, l'histoire, et pourquoi du côté israélien on utilise alors les nouvelles coupes, les nouvelles formes? Est-ce que c'est politique? Est-ce qu'il y a quelque chose à voir là-dedans? Je ne pense pas que ce soit une décision liée à la politique. L'idée était vraiment de faire quelque chose ensemble, de créer de jolies choses ensemble et de montrer les talents que possèdent les femmes de chaque côté. Ces femmes font ces broderies depuis des générations et nous sommes heureuses que désormais des jeunes se joignent à elles et sont formés pour perpétuer cette tradition et ce savoir-faire. Quant à nos couturières, pour la plupart, ce sont des Israéliennes d'origine russe qui ont de réelles compétences dans leur domaine. Je pense qu'on essaie vraiment de préserver les traditions des deux côtés. Un bon équilibre. Qui achète ces modèles? J'ai cru comprendre que vous n'aviez pas de boutique en Israël. Vous ne voulez pas ouvrir de boutique en Israël? Notre idée était de faire quelque chose ensemble et de le faire savoir surtout à l'étranger, aux États-Unis, en Europe, de leur montrer qu'on peut coopérer. Nous avons été surpris car notre campagne sur Kickstarter a eu de nombreuses réponses positives. Oui, il faut rajouter que vous êtes financé par deux businessmen américains. Vous avez lancé une campagne Kickstarter. Mais justement, ma question, c'est est-ce qu'avec l'argent, parce que vous avez dépassé vos objectifs, est-ce qu'avec l'argent du projet Kickstarter, vous avez envie d'ouvrir des boutiques? Et si oui, en Israël, du côté palestinien, dans le monde? Ce serait un rêve d'avoir une boutique ici en Israël et une du côté palestinien, mais ça demande un très gros budget et nous n'avons pas ces fonds pour le moment. Pour nous, il est primordial d'être d'abord une entreprise israélienne et palestinienne. Notre société est enregistrée comme telle aux États-Unis. Nous avons des sponsors exceptionnels qui s'en sont occupés pour nous. Si un jour nous avons la possibilité d'avoir un magasin à Bet Jala ou un autre endroit où Israéliens et Palestiniens pourraient venir, ce serait génial. Mais pour l'instant, on a notre boutique en ligne et on est très content de voir que nous avons des clients de Paris et de partout dans le monde. Partout, bien sûr. Mais alors justement, parfois on se dit que la mode entre Palestiniens et Israéliens, c'est plus une affaire internationale. C'est-à-dire qu'on se dit, ah ben voilà, c'est comment toucher le public international et peut-être que ça concerne moins les Israéliens et les Palestiniens. Est-ce qu'au vu de la tragédie qui a touché Israël, là on a vu que votre associé palestinien n'est pas là, n'a pas pu venir en Israël, Maram Issa, est-ce que vos relations ont changé? Est-ce que ça a affecté un peu vos façons de travailler? Et par exemple, maintenant, c'est pas possible pour elle d'arriver ici. Et donc, on a parlé sur ça et comme ça, c'est mieux pour nous. Ça veut dire quoi? Peut-être vous pouvez le dire en anglais si vous êtes plus confortable. Est-ce que ça a affecté vos relations de travail? I don't think it's like Ça nous affecte forcément. C'est une situation compliquée, mais nous abordons toujours tous les sujets. On en parle ensemble, on en est obligé. On ne peut pas le nier ou l'occulter, donc on en discute pour pouvoir avancer. On essaie vraiment de rester toutes soudées. On essaie de ne pas laisser ce genre de situation affecter nos relations. To not let it really affecting all of us. Nous savons à quel point il est important pour nous de savoir ce que l'autre ressent quand quelque chose d'horrible comme ça se produit, quand quelque chose se produit au Moyen-Orient. Mais on essaye aussi de le mettre de côté et de respecter les sentiments des autres et de poursuivre notre projet commun. Bien sûr, bien sûr. La paix, c'est toujours mieux que la guerre, on est bien d'accord. Donc vous avez un site et j'invite nos téléspectateurs à le regarder, Two Neighbors, sur lequel on pourra voir vos créations. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler. Merci, thank you very much. Voilà, c'est une interview qui a été enregistrée avant la mort du petit Mohamed et l'escalade de la violence. On va partir maintenant en Somalie. La ville n'avait pas vu cela depuis des années. Son premier festival de la culture a eu lieu dans une petite salle avec des petits moyens. Mais ça a été un grand pas contre les ténèbres des islamistes somaliens. C'est le récit et il est signé Daniel Campos.
Pour la première fois depuis plusieurs décennies, la capitale Mogadiscio accueille le Festival de la culture somalienne. Une célébration émouvante que l'on pensait impossible il y a encore quelques années. Et pour cause, les insurgés djihadistes de l'organisation Al-Shabaab contrôlaient la majeure partie de la ville. Ils y imposaient des punitions collectives ainsi qu'un islam radical basé sur la suppression des libertés des femmes, ainsi que sur le bannissement de la musique, des films et de toute liberté d'expression. En Occident, le nom somali évoque surtout des scènes de films telles que La chute du faucon noir ou encore le tout récent Capitaine Phillips avec Tom Hanks. Cependant, ces films ne dépeignent aucunement la courageuse lutte des Somaliens pour la préservation de la culture et qui, en dépit des menaces, défient tous les jours les extrémistes et refusent de se laisser intimider. En 2012, la Somalie a accueilli la première conférence TEDx Mogadiscio de son histoire, dont le but était de promouvoir les idées des résidents locaux. Par ailleurs, ces dernières années ont vu l'explosion de l'industrie musicale du pays, avec une très forte hausse du nombre de studios d'enregistrement et du nombre de rappeurs. Les sports, interdits sous l'emprise des djihadistes d'Al-Shabaab, peuvent être désormais pratiqués, et ce même sur les plages de Mogadiscio, à l'instar des plages de Rio de Janeiro. Malgré les risques de susciter la colère des fondamentalistes, hommes et femmes dansent, chantent et sourient ensemble. Soutenus par le gouvernement, les participants du festival n'ont plus peur de célébrer leur culture. Au programme du festival de musique somalienne, danse, poésie et comédie jouées par des artistes venant de tout le pays, ainsi que la diffusion d'archives de Radio Mogadiscio, évoquant les beaux jours du pays. La culture somalienne a été célébrée cette fois-ci au cœur même du pays, mais a dû pendant longtemps s'exiler loin de ses frontières. Le festival, auquel a assisté le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, peut être aussi considéré comme un appel à l'unité, à travers la culture. J'appelle les artistes à travailler conjointement avec le gouvernement pour l'unité de nos citoyens. Utiliser le théâtre, la musique, la poésie et toute autre activité culturelle pour unifier notre peuple. Du fait d'un manque de moyens, l'événement a bénéficié du soutien des Nations Unies, de la France, de l'Allemagne et des États-Unis. Ce festival représente une belle victoire pour la culture somalienne et ses futurs talents, qui rêvent tous d'accéder au rang de star mondiale, comme l'enfant du pays, le musicien Kanan. On va marquer une petite pause avec l'agenda des expositions et juste après, portrait d'un photographe, Larry Clark. La galerie Sin Fronteras est spécialisée dans l'art chicano, latino-américain et l'art des Caraïbes. Elle présente une exposition qui mêle la communauté hispanique aux conflits sociopolitiques et des œuvres de chicano inspirées de la collection du professeur Gilberto Cardenas, le fondateur de la galerie Sin Fronteras. L'exposition du Musée national d'art mexicain de Chicago, c'est jusqu'au 17 août prochain. Le musée Thyssen-Bornemisza présente les mythes du pop art. L'exposition offre une rétrospective des plus grands artistes du mouvement avec un panel de plus de 100 travaux, du pop art britannique pionnier au pop art classique américain et européen. L'exposition inclut des images légendaires de Warhol, Lichtenstein, Hamilton et beaucoup d'autres. Et c'est jusqu'au 14 septembre prochain. James Turrell est l'une des figures majeures de l'art contemporain américain. Il a exploré les différentes façons dont la lumière est perçue et ressentie. Il la traite comme un matériau dans son travail aussi impressionnant que magique. Son exposition Light Spaces prend place au musée d'Israël de Jérusalem, à voir jusqu'au 18 octobre. C'est une vente un peu particulière qui a eu lieu dans une petite galerie londonienne. Larry Clark, dont le travail photographique se vend d'habitude à des milliers d'euros, a littéralement bradé des tirages pour un peu plus de 100 € pièce. Pourquoi ? Eh bien, pour permettre à son public très jeune d'acquérir ces images. Son portrait par Amit Kling. Décidément, le réalisateur et photographe Larry Clark restera toujours un provocateur. Éternellement lié à la jeunesse, à sa jeunesse et à ses expériences d'adolescent, à travers les sujets qu'il a traités au cinéma, il a confié les principaux rôles de ses films à des jeunes de la rue. Et aujourd'hui, il a bradé ses œuvres afin de les rendre accessibles au grand public. Je pense que Larry ne savait peut-être pas quoi faire de toutes ces photos. Donc il s'est dit, pourquoi ne pas donner aux gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des œuvres d'art l'opportunité d'acheter une de ces photos, que ce soit les fans ou simplement les enfants en skate. Autant éviter la prétention du collectionneur d'art. Au fil des années, les critiques autour du travail de Clark se sont divisées entre ceux qui applaudissaient son réalisme et ceux qui étaient perturbés par la nature des images qu'il met en scène. Larry Clark s'est fait connaître tout d'abord comme photographe. Il a connu la gloire en montrant de façon brutale, rude, sans tabou, la sexualité adolescente, le crime et la drogue, s'inspirant un peu de sa propre jeunesse.
C'est lorsqu'il a eu 40 ans qu'il s'est étonnamment tourné vers le cinéma. Son premier film Kids a transcrit ses obsessions sur l'écran, lui apportant simultanément les éloges et la controverse. Larry Clark a aujourd'hui 71 ans. Il a tourné plus de 8 films. Bully, Ken Park en passant par Martha Girl, toujours avec ce même regard radical sur les sujets tabous, comme l'exhibition et la sexualité des adolescents. Tout cela a donné à Larry Clark une aura auprès d'une jeunesse qui se retrouve souvent dans ses films et ses photos. Mais ironiquement, son travail a été souvent censuré ou réservé à un public adulte. Ses films n'ont pas seulement été interdits aux moins de 18 ans, ses photos aussi. En 2010, une rétrospective de photographie exposée à la mairie de Paris a été réservée à des visiteurs majeurs uniquement. Une décision largement critiquée par le monde de l'art, car elle interdisait aux adolescents sujets de l'exposition de se voir eux-mêmes. Aujourd'hui, en vendant ses images à des prix défiant le marché, Larry Clark fait encore parler de lui. Petit événement pour jeunes Happy Few, ou manifeste pour la liberté d'expression, les acheteurs anglais, jeunes pour la plupart, ont tous été au rendez-vous. Voilà, c'est la fin de ce Culture Mag. Merci de votre fidélité à nos programmes. On va se retrouver demain, bien évidemment, à la même heure. Et juste après, c'est votre rendez-vous avec l'info sur i24 News. Merci.